Bonjour et bienvenue sur le podcast Nature Academy, dédié à la nutrition, au sport et à la santé, ainsi qu'à la consommation responsable. Je suis Benjamin Dariouche, vulgarisateur scientifique sur le web depuis 10 ans, et aujourd'hui, c'est ce dernier thème de la consommation que j'ai voulu aborder avec Benoît Vochtenka, cofondateur de Bonne Gueule, à la fois média et marque de mode masculine. Après l'alimentaire, l'habillement est l'une des principales dépenses des ménages, et le textile est très lié aux enjeux écologiques qui intéressent nombre d'entre vous. J'ai donc profité de connaître Benoît depuis longtemps pour discuter avec lui des critères d'achat d'un vêtement, comprendre ce qui se cache réellement derrière un prix et au final, comment essayer de consommer intelligemment dans la mode. Si ce podcast vous a plu, je vous invite évidemment, pour soutenir mon travail, à le partager abondamment, à me laisser un commentaire et à me mettre 5 étoiles si vous êtes sur iTunes. Sur ce, bonne écoute. Bonjour Benoît, merci de me recevoir pour ce deuxième épisode du podcast Nature Academy. Bonjour Benjamin. Alors en fait, l'idée de faire cette interview avec toi m'est venue il y a quelques mois, quand j'ai commencé donc à réfléchir à faire un podcast, et aussi au moment où je réalisais une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Planète Malbouffe. Oui, qui est tiré d'un très bon livre. Oui, enfin qui était fortement inspiré du livre Comment le monde est devenu cheap. Ouais, que j'ai sur mon bureau d'ailleurs. Ouais. Que tu as lu ? Pas encore. D'accord. C'est ma lecture que j'ai à emporter dans ma valise. Parce que c'est vrai que le textile, le monde du textile s'y applique aussi fortement. Et moi, dans la vidéo, en fait, donc j'avais pris comme exemple les nuggets de poulet, la crevette et la tomate d'industrie pour expliquer un petit peu. Enfin, c'est un peu une histoire du capitalisme et de la mondialisation pour expliquer les liens entre le prix final qu'on paye, et derrière le coût écologique, le coût donc environnemental, le coût social, parfois allant jusqu'à l'esclavage moderne, les transports, l'énergie, la pollution, enfin, voilà, pour expliquer un petit peu comment tout est lié. Et dans cette vidéo, je prenais déjà un exemple du textile à un moment, et c'est parce que c'est un secteur avec l'alimentation dans lequel ce système s'applique totalement. Ah oui, complètement. Voilà. Et donc je trouvais vraiment intéressant de pouvoir rentrer un peu plus dans le détail dans ce monde du textile et de la consommation responsable qui parle quand même à une grande partie de mes auditeurs. Mais comme moi, je ne suis pas du tout expert du sujet, je trouvais intéressant d'en discuter avec toi. T'as un bon petit style quand même déjà. Hein ? Oui, mais je ne connais pas forcément tous les secrets derrière de l'industrie, même s'il y a... Ces secrets qui ne veulent pas que vous sachiez. Voilà, j'ai travaillé quand j'étais consultant il y a plus d'une dizaine d'années, donc j'ai travaillé un petit peu pour des distributeurs dans le textile. Donc, d'ailleurs, on va en parler juste après. Déjà, à l'époque, on disait beaucoup que le milieu de gamme était en train de mourir et que ça allait vers un côté binaire, low cost et luxe, mais on va reparler juste après. Alors peut-être juste, et notamment parce que j'ai une audience majoritairement féminine, peut-être présenter donc juste Bonne Gueule en quelques mots. Alors Bonne Gueule, alors juste s'il y a des petits bruits autour que vous entendez, je dis ça pour votre audience, on est au milieu des bureaux, donc ça vit, voilà, il faut pas s'en formaliser. Alors Bonne Gueule, tout a commencé en 2007. C'était un simple blog qui parlait de mode masculine, dont le parti pris, c'était d'avoir une indépendance éditoriale totale, donc pas d'affiliation, pas de bannière, pas d'affichage, et de faire des contenus longs, tu vois, avec un angle très conseil, comment choisir un jean, une chemise, quel budget je dois mettre, quelle marque, etc., comment je reconnais la qualité. Et au fur et à mesure, petit à petit, Bonne Gueule s'est transformée en marque de vêtements depuis 2014. Donc aujourd'hui, on a toujours cette partie média et on a aussi une belle marque de vêtements, je pense, avec 5 boutiques en France. Et on est une quarantaine d'employés. Oui, donc moi qui vous ai suivi de près depuis quasiment les débuts, c'est vraiment aussi le côté entrepreneurial, c'est vraiment une super aventure. Et pour ceux que ça intéresse, je mettrai en lien, sous la vidéo sur YouTube et puis en lien dans l'article, vers des podcasts que tu as fait avec Geoffrey, ton associé, aussi sur l'aspect entrepreneurial, si ça intéresse certains. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet donc du textile,
Je trouvais intéressant, pour lancer la discussion, de citer quelques chiffres que j'ai trouvés pour l'industrie de la mode. Alors, donc, je voyais qu'en 2018, la consommation de textiles et habillements en France avait connu une baisse en valeur de 2,9% et que c'était une baisse globale de 15% depuis 2007. On a exactement les mêmes chiffres, effectivement. Le marché de la mode en France est un marché en décroissance. Donc ce que je comprenais, c'est que c'était une baisse contrainte, majoritairement contrainte pour des raisons de pouvoir d'achat, qui stagne et qui baisse. C'est assez hétérogène en fait. En fait, ouais, parce que ma première question par rapport à ça, qui nous permet de rentrer un peu après dans les critères d'achat des gens dans le monde de la mode, c'est est-ce que tu penses que c'est une baisse en fait en volume, enfin cette baisse du marché, c'est une baisse en volume, donc du nombre de pièces vendues, ou une chute des prix et une baisse en valeur? Je pense que c'est... je pense que les gens achètent plus de vêtements pas chers et moins de vêtements chers. D'accord, donc il y aurait, si on segmentait le marché, il y aurait une baisse du milieu haut de gamme, quoi. Ouais, mais c'est très hétérogène parce que notamment dans les chiffres sur ce déclin du marché du textile, par exemple, tu as par contre des petits secteurs, genre je crois que sur la mode multimarque homme, parfois, certains mois, tu peux avoir un tout petit peu de croissance, 1 ou 2%. C'est vraiment les supermarchés qui ont pris très cher. Mais par contre, tu vois, les grandes chaînes de diffusion, je crois qu'il y a eu certaines années où elles étaient en croissance, donc c'est assez hétérogène. Je pense qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est que les gens achètent moins de qualité. Je pense aussi que tu as l'émergence de la seconde main. Tu as aussi pas mal de personnes qui ont une prise de confiance sur le fait qu'effectivement, il faut arrêter d'acheter que de la merde. Donc alors malheureusement, j'ai assez peu de chiffres pour étayer ça parce que pour l'interview, j'ai vraiment essayé de chercher, de creuser, de mieux comprendre. Et voilà, ensuite, c'est mon intuition personnelle. Oui. Mais effectivement, c'est... Oui, parce que je dis juste pour ceux qui nous écoutent, au quotidien, il faut déjà que tu t'occupes de ton entreprise et créer vos vêtements, votre business. C'est pas ton job de forcément faire une review business du marché tout le temps, quoi. Ouais, puis on est très niche. Mais effectivement, c'est clairement... Ce qui s'est vraiment cassé la gueule, c'est les ventes de vêtements en supermarché. Ouais. Ça s'est vraiment bien cassé la gueule. Les petits multimarques aussi de région, avec peu ou pas de valeur ajoutée, ça s'est vraiment cassé la gueule. Par contre, des marques comme Uniqlo, etc., n'ont jamais autant bien marché, tu vois. Et alors, ce qui me permet de faire le lien avec ma deuxième question, et qui concerne Bonne Gueule plus directement, c'est est-ce que, alors, par exemple, par rapport à rien que vos débuts, il y a une dizaine d'années, est-ce qu'il y a vraiment une clientèle plus importante pour acheter moins, entre guillemets, mais mieux, alors mieux en termes de qualité, mais aussi mieux en termes de consommation responsable. Alors après, on va rentrer dans le détail justement des critères d'achat, mais est-ce que déjà globalement, cette clientèle-là, comme il y a une clientèle sûrement plus importante aussi dans l'alimentaire, donc dans mon secteur, mais qui n'est pas, quand on regarde quand même dans les critères d'achat de l'alimentaire, les masses continuent à acheter très largement, d'abord par rapport au prix, et les 2 tiers des Français achètent en super et hypermarché. Ouais. Donc ça reste quand même toujours une niche, la consommation plus responsable. On est dans un pays où il y a eu des émeutes pour des promotions sur le Nutella. Hein. Oui. Donc, mais c'est tout pareil pour le vêtement. Ouais. Oui, c'est clair qu'en 10 ans, l'offre, en tout cas dans notre secteur, dans la mode masculine, milieu de gamme, elle a vachement évolué. Elle s'est vraiment étoffée. Donc oui, il y a de plus en plus de mecs qui veulent un achat plus qualitatif, consommer moins mais mieux. Et par contre, moi j'ai toujours plein de potes qui s'habillent chez Kiabi ou chez Gémeaux. Et pour plein de raisons, mais c'est... Et justement, tu as déjà regardé... moi, j'ai pas cherché ça, si il y avait l'équivalent comme... c'est les études genre IFOP, Credoc, sur les critères d'achat, justement. Je les connais dans l'alimentaire, mais j'ai pas regardé pour la mode. je suis sûr que c'est pareil. Hein. Oui, c'est le prix aussi, forcément, en premier. C'est le prix aussi, ouais. Mais est-ce que sur votre clientèle, tu as déjà regardé? Est-ce que c'est le prix, le style, la durabilité Alors déjà, il va y avoir
le style, l'histoire du vêtement, de la matière, la durabilité, la value for money aussi, le rapport qualité-prix. Qu'est-ce que tu appelles value for money? Par exemple, j'ai payé une chemise 200 €, parce qu'on n'a pas de chemise à 200 €, mais c'est pour donner un exemple. J'ai payé une chemise 200 €, c'est pas le prix que je paye habituellement, ça me stretch un peu, enfin, voilà, je suis pas à l'aise. Du coup, pour ce prix-là, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais avoir pour ces 200 €? Ouais, donc il y a effectivement il y a la qualité, la provenance de la matière, le style, la couleur, ce que la pièce a raconté. Il y a toutes ces choses-là en fait. Et alors, mais par exemple, une question me vient, c'est comme critère d'achat en plus la qualité. Est-ce que le client de base est vraiment à même de juger de la qualité justement d'un vêtement? Parce que autant, on va dire, c'est un poil plus facile pour l'alimentaire ou sur un produit brut, enfin genre je sais pas, c'est une tomate ou une fraise. Bon, t'as le visuel, bon, qui veut pas forcément tout dire non plus, mais t'as le goût quand même, qui est un bon indicateur aussi. Alors, ça dépend de quelle clientèle tu parles, de manière générale ou juste notre clientèle à bonne gueule? Déjà sur la vôtre, quoi. Alors, sur notre clientèle bonne gueule, oui, parce qu'effectivement, on fait un énorme travail d'éducation, d'information, où on veut que le consommateur il comprenne le prix de nos vêtements. Et ce d'autres marques d'ailleurs. Hein. Je veux dire, moi, mon rêve, entre guillemets, c'est que tout homme puisse savoir ce qu'il achète, que ce soit chez nous ou dans d'autres marques, savoir s'il en a pour son argent ou pas. C'est vraiment ça, quoi. Donc, oui, le consommateur peut juger de la qualité, mais ça demande une certaine envie de s'informer. Et le rôle de bonne gueule, c'est aussi de faire en sorte à ce que l'information pour apprendre la qualité soit la plus agréable possible à consommer et à apprendre. Et d'ailleurs, vous êtes spécialisé donc homme depuis le début, mais là, justement, il y a à peine quelques semaines, vous avez fait un premier test de 3 vêtements pour femmes. Oui. Qui a bien marché d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, ça a été un sold out retentissant en 20 minutes. Rupture des 3 pièces en 20 minutes? Ouais. C'était vraiment... Et est-ce que tu avais regardé justement s'il y a les critères d'achat un peu différents entre hommes et femmes? Moi, j'avais vu que les femmes étaient encore plus quand même drivées par le prix. Oui, alors moi, c'était un peu justement avec cette capsule le contre-pied que je voulais prendre. Ouais. Moi, j'avais écrit un article qui l'annonçait en disant « Écoutez, moi, j'en ai ras-le-bol qu'on me dise que la cliente femme, elle veut que du prix, la qualité, elle s'en fout, elle veut pas la comprendre, elle n'est pas capable de la comprendre, elle veut la nouveauté plus que de la qualité. » Moi, on a envie de faire une capsule qui certes sera peut-être un tout petit peu plus chère que les marques chez qui vous allez habituellement. Mais quand tu dis, juste pour les auditeurs, quand tu dis capsule, c'est... C'était les 3 vêtements qu'on a sortis, cette mini-collection. Voilà, le jean, au lieu d'être, je sais pas, moi, 70 ou 90 €, il sera à 115 €. Mais au moins, on va vous expliquer pourquoi ça coûte ce prix-là et pas moins, parce que nous, on croit en nos vêtements, on croit en la qualité des matières qu'on utilise, donc forcément, on peut pas tricher. Ça a un prix et on va vous expliquer pourquoi. Donc, j'étais très, très surpris de voir qu'il y a plein de femmes qui se sont retrouvées dans ce message-là. En disant, et même qui se plaignaient que ça manquait d'offres de qualité en mode femme. En disant, effectivement, on nous prend toujours pour des shoppeuses, des femmes qui font du shopping de manière écervelée, et on en a marre, quoi. On veut qu'on explique le produit, on n'est pas débile, on veut le comprendre, etc. Et parce que juste de ce que moi j'ai compris, pour en revenir sur la différence homme-femme, c'est en général, ce qu'on dit, c'est que les femmes, comme elles cherchent plus de style, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, elles vont beaucoup plus piocher elles veulent avoir peut-être un placard un peu plus grand pour jouer plus avec les styles, alors qu'un homme va être plus fidèle à, genre, il trouve la chemise qui lui correspond, il va en prendre 10 exemplaires. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que la clientèle femme aime bien la nouveauté quand même. Oui. Tu vois, elle aime bien quand il y a quelque chose de nouveau à acheter, et en même temps, tu vois, on a certains clients chez nous qui sont comme ça aussi. Donc c'est vraiment mais je pense que, tu vois, c'est parce que le marché féminin s'est toujours développé sur la valeur d'une marque, ça a été sur la quantité de nouveautés qu'elle pouvait déverser sur le marché, parce qu'ils se sont dit c'est le seul moyen de ramener de l'animation en boutique. Mais si ça avait été donc ouais, c'est un marché mais qui encore une fois je pense moi est en train de changer par rapport à ça. Mais oui, moi, jusque cette capsule femme qu'on a fait, cette mini-collection, j'avais l'image d'une femme qui faisait du shopping de manière... sans vouloir comprendre la qualité, juste à vouloir chercher un prix. Mais
je me suis aperçu avec beaucoup de bonheur d'ailleurs que c'était vraiment en train de changer ça. Tu parlais aussi du marché de seconde main, ça c'est-à-dire des vêtements d'occasion, quoi. Ouais. Ça c'est quelque chose qui a bien explosé ces dernières années grâce à Internet. Ouais, grâce à Internet, en France, tu vois, ta vestiaire collective, Vinted aussi, ou Vinted, je sais jamais comment on dit, qu'il a une application. J'ai pas les chiffres pour le coup, j'ai pas creusé, mais autour de moi, c'est clair que j'ai bien plus de copains et de copines qui achètent des choses sur Vinted que c'était le cas avant. Donc il y a vraiment un côté très décomplexé par rapport à ça, très désinhibé. Ok, c'est un vêtement de seconde main, mais voilà, moi ça me gêne pas. Ça coûte bien moins cher, donc je le fais. Ce qui est une bonne chose, parce que vu les quantités astronomiques de vêtements qui sont produites chaque année, tu vois, et qui sont pas portés. H&M, je crois qu'ils ont 4 milliards de vêtements à vendus. Donc ils ont un stock de... Par an en tout. En tout. Ils ont un stock de 4 milliards de vêtements, ils savent pas quoi en faire. Je crois qu'on se rend pas compte de ce que c'est qu'un stock de 4 milliards de vêtements. Parce que de ce que je sais aussi, c'est genre 70%, quelque chose comme ça, des vêtements qu'on donne genre dans les bennes à recycler, partent en Afrique, c'est ça? Ouais, là aussi, c'est un peu, on trouve tous les sons de cloche, mais effectivement, y en a pas mal qui finissent sur des marchés africains pour du recyclage, pour de l'achat, mais ouais. Enfin, on est dans une industrie qui se marche vraiment sur la tête, où effectivement, c'est plus une course à la nouveauté qu'à la qualité. Et voilà, et le coût des 4 milliards de vêtements d'H&M dont H&M ne sait pas quoi en faire. Et alors, d'ailleurs, c'est intéressant, ça c'est un terme qu'on entend souvent. Ce serait quoi une définition précise de ce qu'on appelle la fast fashion? Pour moi, la fast fashion, c'est des marques de vêtements qui veulent attirer le consommateur par de la nouveauté et des prix bas. Et la fast fashion, on dit fast fashion parce que c'est des marques qui essayent de mettre des nouveautés toutes les semaines quasiment. Dans le circuit traditionnel, on a 2 collections par an, printemps-été et automne-hiver. Et c'est des marques-là, je crois que chez Zara, quasiment toutes les semaines, tu as des nouvelles choses qui arrivent en magasin. Et parce que je voyais là un autre exemple qui va donc pas forcément dans le bon sens et donner le bon exemple aussi, ça va donner une mauvaise idée à d'autres. Là, c'est comment elle s'appelle, Rihanna, qui a créé, donc c'est la première fois qu'il crée une marque de zéro, LVMH, depuis 30 ans. Oui, avec Fenty. Ouais, Fenty. Ouais. Donc, avait d'abord fait des cosmétiques, c'est du maquillage, surtout, et que ça a cartonné. Je sais que ça a fait 500 millions. Alors, je ne sais plus si c'est en dollars ou en euros, quoi, mais à peu près pareil. 500 millions de dollars de chiffre d'affaires la première année, quoi. C'est juste un truc de malade. Sur donc la partie beauté, et là, qui vient juste de lancer la partie mode. Et le but, c'est de faire des collections quasiment tous les mois, quoi. C'est ça. Alors, nous, cela dit, il faut que je vais prêcher pour ma propre chapelle. Oui, vous lancez des pièces régulièrement. Non, on lance 3-5 pièces par mois, en fait. Donc effectivement, mais là par contre, tu vois, quand c'est des collections entières chaque mois, voire chaque semaine, et qu'en plus il y a des prix bas, et en plus on remet une couche au niveau des soldes, là c'est un modèle moi où je me reconnais pas du tout dedans. Mais la fast fashion, c'est vraiment ça. C'est on balance de la nouveauté tant qu'on peut, la moins chère possible, et si ça ne s'écoule pas, t'inquiète, on solde ça, et pour quelques euros, voilà, quoi, ça partira. Et donc, juste pour finir sur ce sujet, toi, tu penses, comme je disais au début, que le milieu de gamme était en difficulté entre les deux extrêmes low cost et haut de gamme, voire luxe. Oui. Il y aura quand même toujours de la place, voire un peu plus, pour un peu comme vous, du milieu de gamme, avec des critères éthiques un peu plus poussés, de qualité un peu plus poussée. Ouais, alors c'est vrai qu'effectivement, le luxe est toujours en croissance, mais moi je pense que le milieu de gamme, justement, est promis un bel avenir. Parce que pendant des années, il y avait une offre de merde, faut dire, sur l'homme. Typiquement, dès qu'un mec voulait acheter autre chose que du Zara, mais qu'il n'avait pas les moyens d'aller dans du luxe, des marques de luxe, tout ce qu'elles avaient trouvé de mieux à faire, c'est de faire des lignes bis. Tu sais, c'était l'époque des G au lieu de Dolce & Gabbana, de Armani Jean au lieu de Armani, de PS by Paul Smith. C'était des vêtements où ils margeaient comme des cochons, mais qui étaient une offre qui n'était pas très qualitative. Ça fait moins de 10 ans qu'aujourd'hui, en tout cas en France, tu as une offre masculine vraiment très qualitative pour
parfois qui est autant qualitatif que peut être le luxe. Donc il y a une belle offre qui se développe et je pense que c'est pas fini. Juste une parenthèse, c'est une question qui me vient pour faire une comparaison avec la nutrition, parce que là on parle du marché français. Est-ce que par rapport au marché américain, justement, il y a des critères d'achat différents? Je pense au marché américain parce que au niveau de la nutrition, en fait, et de l'alimentation, c'est vraiment le symbole de deux extrêmes. On va dire la vision traditionnelle, alors française ou même européenne, qui est, nous on a tu vois, du terroir, un historique beaucoup plus important. Là. Parce qu'il n'y a pas, en fait, en anglais, il n'y a pas de traduction exacte du mot terroir. Ah bon? Ouais. Enfin, j'ai cherché, c'était une question que je m'étais posée, il n'y a pas le vrai équivalent. Le terroir, la terre. Et alors que voilà, en français ou en Italie, des pays comme ça, c'est une vraie notion à part entière. Et donc, on a une vision de l'alimentation globale, alors que dans les pays anglo-saxons, et notamment en Amérique du Nord, ils ont ce qu'on appelle... ils font ce qu'on appelle du nutritionnisme. C'est-à-dire, on regarde les aliments comme des sommes de nutriments. Ah oui, il n'y a pas la matrice alimentaire. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus ouverts à la prise de compléments alimentaires, par exemple. Ouais. Bah, même que tout le fitness et tous les produits viennent de là, finalement. Oui. Tous les compléments alimentaires, la culture du fitness, etc. Mais voilà, sur l'alimentaire, c'est vraiment cette vision déconstructiviste et utilitariste. Quoi. C'est un peu, ça rejoint ta vidéo sur les repas à boire. Que j'ai pas encore faite. Que tu avais prévu de la faire. Sur les feeds et compagnie. Voilà, exactement, qui est totalement cette vision-là. On se dit, il y a besoin de combien? Il y a besoin de tant de calories, tant de lipides, tant de protéines. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On met tout ça ensemble et voilà. Et dans la mode, est-ce qu'il y a une similarité? Je me demandais, c'est une question que je me posais. Le marché américain est très dynamique parce que justement, je crois qu'effectivement, déjà, il y a beaucoup de marques digitales de mode. C'est entièrement e-commerce, quoi. Ouais, tout à fait. Mais alors, avant, le marché américain était réputé, tu vois, c'était un marché où voilà, il n'y avait pas trop d'appétence pour du style, il n'y avait pas beaucoup d'éducation par rapport à ça. Et c'est vraiment en train de changer. Parce que notamment, je vois, tu as des marques américaines, ce que j'appelle héritage. Donc, tu vois, c'est des marques un peu solides qui datent des années 50, tu vois, qui chaussaient ou qui habillaient les travailleurs, qui reconnaissent qui sont sur une belle dynamique. Tu as des marques digitales de mode masculine qui apparaissent. Donc, c'est un marché qui est très, très dynamique et il y a une vraie prise de conscience de ce côté-là. On vient de parler de critères d'achat et il y a un dernier critère d'achat que je voulais évoquer, c'est celui donc l'avis des autres, c'est-à-dire l'avis des amis, des médias, mais aussi pour en fait faire la jonction à nouveau avec des sujets qui me concernent et m'intéressent, c'est l'avis des clients, des influenceurs. Ah oui. Le sujet des influenceurs, parce que c'est vrai que surtout sur mon compte Instagram. Je n'hésite pas à les bâcher, pas personne nominativement, mais le principe d'un influenceur. Il existe des gens qui se disent influenceurs qui peuvent faire des bonnes choses, mais on va dire dans la grande majorité, dans mon secteur par exemple, c'est le nombre de placements de produits pour des compléments minceurs de merde, genre les T-Détox, les T-Détox. Mais il suffit de taper les mots-clés du nom de certaines marques. C'est juste un cauchemar, parce que surtout en plus la cible derrière, c'est souvent des jeunes filles, des filles ados, influençables, d'où le terme influenceur. Ouais. Donc est-ce que dans la mode c'est aussi un pouvoir important, les influenceurs en mode? C'est une réponse qui est un petit peu contrastée, je vais dire. Déjà, il y a une citation de Jean Twitou, qui est le fondateur de APC qui est une marque de jeans. De jeans parisienne iconique. Je crois que ça fait 35 ans qu'il... Ah, c'est si vieux que ça. Ouais, que ça fait 35 ans qu'ils sont en activité. Et lui, il n'a jamais la langue dans sa poche et il dit la seule chose que les influenceurs influencent, c'est la médiocrité. Oui, moi, je le dis de manière vulgaire. En fait, je dis souvent, vous rêvez d'être influenceur, mais pourquoi? Pour influencer les gens, acheter de la merde, quoi. Voilà. C'est la façon de le dire. Alors, les influenceurs sur Instagram, moi, j'y crois assez moyen. Ouais. Parce que j'ai regardé un peu, en tout cas chez les femmes,
influenceuses mode, les plus importantes, elles ont des très grosses communautés. Elles ont des très grosses communautés, mais... Est-ce que derrière, ça fait vendre ? Moi, je suis beaucoup moins convaincu. Je suis beaucoup moins convaincu parce que, tu vois, c'est pas des filles qui ont eu des blogs ou des choses comme ça, comme toi et moi. Donc, la relation à leur communauté, elle se fait pas toujours bien. Alors, j'étais à un dîner de FIO la semaine dernière, on me dirait oui, mais tu vois, Fenty, ça a bien marché. Je dis, mais Rihanna, Fenty, c'est pas une marque d'une influenceuse. Oui. C'est une marque de l'une des chanteuses les plus connues au monde. Et d'ailleurs, alors là, c'est peut-être plus de la pure influence, enfin plus influenceuse que Rihanna, c'est les sœurs Kardashian. Parce qu'elles, elles sont connues parce qu'elles sont connues. Enfin. Ouais, mais alors je crois que elles ont lancé plusieurs fois chacune différents produits. Et là, je voyais, il y a à peine, je sais pas, 1 ou 2 semaines au moment où on enregistre, Kim Kardashian, enfin je crois les 2 sœurs avec Kylie Jenner. Et ce sont celles, ou peut-être elles sont 2e et 3e avec le plus d'abonnés sur Instagram dans le monde. Elles ont à peu près 130 millions chacune. Et juste, donc Kardashian, elle a lancé un truc de maquillage. Alors bon, du maquillage pour le corps, genre du fond de teint pour la peau, mais genre pour tes cuisses, tout ça. Enfin bon, bref, on passera sur l'absurdité de la chose. Mais ça a été en rupture. Enfin, ça a tout explosé en quelques minutes, quoi. Et pour moi, c'est pas une marque d'influenceur, c'est une marque de people. Oui. Tu vois, je crois que c'est la télé-réalité où elles ont explosé Kim Kardashian et elle avait fait des scores de ouf. Elle est quand même. Mais parce qu'aujourd'hui, juste parce que hier je voyais, je suis tombé sur ça, sur un livre. Comment devenir influenceur. Non mais et c'est écrit par une nana qui est l'agent, qui a créé une boîte de gestion des influenceurs. Et justement 99% des influenceurs dont elle s'occupe, c'est que des starlets de la télé-réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement eu d'émissions depuis 10-15 ans. Exactement. Entre les anges de la réalité 28, les Marseillais Acapulco, je ne sais quoi. En fait, des émissions que tu aimes. À chaque fois, des grandes émissions intellectuelles. Je précise, j'ai pas la télé. En fait, il y a tellement eu, je pense, de saisons de ces émissions qu'en fait, il y en a des centaines de candidats qui se sont fait connaître 2 secondes et qui derrière rentabilisent en devenant influenceurs. Ouais, mais pour moi, là, pour le coup, en tout cas sur l'homme, pour moi, ils influencent pas grand-chose. Et parce que, juste pour finir, donc sur la mode, en influenceur homme, il y en a sur la mode, en influenceur, oui, il y en a un petit peu. Mais pour moi, les vrais influenceurs, ce sont ceux qui font du... Enfin, moi, en tout cas, je crois à ceux qui font du contenu fouillé, du contenu pertinent, du contenu utile, du contenu qu'on ne trouvera pas ailleurs. Et là, tu as une vraie influence, mais... Clairement, le mec, il pose avec un blouson en cuir, il n'influence pas grand-chose. Donc juste avant, on parlait des critères d'achat et que le principal critère, c'était le prix pour la majorité des gens. Oui. Donc justement, ça serait intéressant parce que je pense qu'en fait, 99% d'entre nous, on ne sait pas comment est calculé le prix de vente d'un vêtement dans la mode. Oui. Donc en fait, entre la matière première, le coût de la main-d'œuvre, le coût de développement, il y a aussi les coûts de marketing, les frais de distribution. Voilà pourquoi on a un t-shirt je sais pas, chez H&M à 5 € et un t-shirt d'une marque, je sais pas quelle marque de streetwear qui se vaut haut de gamme à 150 €. C'est quoi ou comment, par exemple, chez Bonne Gueule, vous calculez le prix d'un vêtement ? Comment ça fonctionne le prix d'un vêtement ? Alors déjà, c'est très variable suivant les marques, mais globalement, la base de la base, c'est que tu prends ton coût de revient, c'est-à-dire le prix auquel tu vas acheter, le prix auquel l'atelier va te vendre le vêtement, et tu mets... Parce que, alors, ça me fait une première question, c'est auquel il te revend le vêtement, l'atelier, donc c'est l'atelier qui achète la matière première ? Oui, souvent nous on fonctionne comme ça. Tu peux fonctionner autrement, mais c'est un. Mais tu peux leur dire quelle matière première acheter. Ah oui, bien sûr, c'est eux qui passent la commande. Nous on fonctionne ce qu'on appelle en produit fini. Oui. C'est-à-dire qu'on dit à notre atelier par exemple de chemise qui est au Portugal, on dit voilà, on va faire une chemise comme ça avec telle forme de col
et telle référence de telle matière chez tel fabricant. Donc lui, il achète la matière, puis il s'occupe de tout. Et nous, on achète un produit fini. On achète une chemise à un certain prix que nous, on va revendre. Donc là, tu appliques un coefficient, un coefficient de marge qui peut être très variable. Alors nous, par contre, on n'a pas d'intermédiaire, mais par contre, dans le cas d'une boutique, ce qui va se passer, c'est que la marque va acheter... D'une boutique multimarque. Voilà. Une boutique multimarque, ça va être une boutique qui va vendre du Levi's, du jean Diesel, du jean... Qu'est-ce qu'il y a encore en marque de jean un peu connu en centre-ville, du Ripley, du Energy, enfin bref. Ça va être une boutique qui va vendre plusieurs marques, comme il en existe de moins en moins d'ailleurs. Donc la marque achète le vêtement à l'atelier, elle le revend à la boutique multimarque, et la boutique multimarque, elle va forcément le revendre avec une marge en plus. Donc voilà, donc ça c'est le système classique. Nous, on fait partie de ces marques qui n'ont pas d'intermédiaire. On achète le vêtement à l'atelier et on le revend directement à nos clients. On n'a pas de boutique multimarque. Alors au niveau des marges, comment c'est calculé ? Dans le luxe, on marge bien. Oui. On fait genre x10 ou genre, je sais ouais, par exemple, un jean que la marque va acheter à un atelier elle va l'acheter 100 €, ce qui est énorme. Hein, oui, ça me paraît énorme. Ouais. Mais ça existe. Et ben elle va le revendre 700, 800, 1000, voire 1100 €, tu vois. Donc là, c'est des très grosses marges. Sur une marque classique, en général, c'est des marges de 2,5 à chaque fois. Par exemple, je vais acheter un jean à 100 € à l'atelier. Ça, c'est un bon exemple parce que sinon ça va être un prix trop élevé. Je vais acheter un manteau à l'atelier. Donc l'atelier va me vendre ce manteau à 100 €. Je vais le revendre 250 € à la boutique. Et la boutique, elle va le revendre en faisant un fois 2,5. Donc ça va faire un manteau à plus de 500 €. Oui, donc là on parlait toujours multimarque. Exactement. Ensuite, dans les marques sans intermédiaire comme nous, en général, les marges sont c'est-à-dire la marque qui va acheter le vêtement à l'atelier, qui va le revendre à d'autres. Là, les marges, c'est assez variable. Pour celles qui margent le moins, c'est en dessous de x2. Mais c'est un jeu très dangereux qui, à mon sens, limite énormément la capacité de l'entreprise à se développer et investir dans le produit. Donc ça va d'une marge en dessous de 2 à une marge à x3,5, x4. Donc voilà. Et pour le prêt-à-porter d'entrée de gamme, c'est très très dur. C'est une question que je pose pas mal et quand t'es pas dedans, tu peux pas le savoir. Donc parce que si on te vend un t-shirt 5 €, ils l'ont acheté 1 €, 1,50 € max. Ouais, quoi. ça va dans ces eaux-là. Ah ouais. Et c'est ça qui est le plus triste parce que quand tu achètes un t-shirt à un atelier 1 €, 1,50 €, tu peux pas acheter de bonnes conditions de travail. C'est pas possible. Oui. C'est un peu la problématique dans laquelle je voulais rentrer justement après. Mais alors, juste une question sur comment est-ce que c'est splitté entre le prix de la matière, le prix de la main-d'œuvre. Oui. Alors là aussi, c'est très variable. Je vais te donner un exemple très simple pour que tu comprennes pourquoi. Par exemple, tu vois, un rouleau de tissu, la largeur est différente. Donc forcément, suivant la largeur de ce rouleau, tu vas pas utiliser la même matière, le même métrage en fait. Par exemple, nous on a des rouleaux de jeans qui sont tissés sur des toiles, sur des vieilles machines japonaises. Ça fait 70 cm de large, ce qui est très petit. Par contre, tu as des rouleaux de jeans de toile industrielle qui vont faire 150 voire 180. Donc sur le même métrage de tissu, tu peux faire 2 fois plus de jeans. Donc tu vois, rien que la largeur du rouleau de tissu, ça influe énormément. Mais nous, dans notre gamme de prix, dans notre positionnement de prix, très grosso modo, parce que là je regardais, si on peut regarder, j'ai les tableaux de répartition des coûts. Nous, mettons un vêtement qu'on va acheter 30 € à l'usine, tu auras plus ou moins la moitié qui seront dédiés à la main-d'œuvre et plus ou moins la moitié qui seront dédiés au tissu utilisé. Parfois, ça va être 55-45, parfois 60-40, parfois 50-50. Mais ça te donne de très grands ordres de grandeur parce que nous, on fait fabriquer majoritairement au Portugal, un peu en Italie, un peu en Europe de l'Est aussi. On reviendra sur ces questions de pays et sur le Made in France juste après. Mais fait, dans tout ça, moi, je me dis, même, et moi le premier, c'est déjà pour l'alimentaire, bon, c'est pas forcément évident, mais pour le textile, le consommateur lambda, il peut pas savoir le vrai prix que devrait coûter un vêtement. Surtout,
Donc, comme je disais, c'est que dans le textile, il y a une fourchette de prix tellement large entre le low cost et les soldes permanentes. Oui. Il y a une confusion, c'est clair. Ouais. Et justement, alors ça, c'est un vrai problème entre les promos, les soldes. Est-ce que je voyais qu'il y a un truc qu'on appelle donc les marques du sentier? Ouais, tout à fait. Alors, juste avant de revenir là-dessus, je vais rebondir sur un truc, c'est que le prix juste d'un vêtement, c'est très subjectif. Par exemple, si je te demande, écoute Benjamin, toi qui es dans la nutrition, un poulet bio, selon toi, ça devrait coûter combien? C'est quoi le prix juste d'un poulet bio? En fait, j'achète rarement des poulets entiers, donc je ne saurais même pas te dire le prix exact. Qu'est-ce qu'une tomate bio, 1 kilo de tomate bio, c'est quoi le prix juste pour toi? C'est compliqué. Enfin, ça dépend des intermédiaires déjà. Ça dépend en gros, c'est le prix qui permet dans l'alimentaire. Moi, si on parle, ce que j'essaie de faire au maximum, d'acheter en direct producteur, c'est le prix qui permet au producteur de vivre correctement. Et tu as toujours le vivre correctement qui est très vaste. Voilà. Et tu vois, pour un producteur, ça sera juste avoir une petite chèvre, d'avoir très peu de dépenses, de fonctionner le maximum un peu hors du système. Et t'en as un qui voudrait avoir, je sais pas, une grande maison pour pouvoir vivre avec ses petits-enfants, avoir un petit pécule à la retraite. Donc, c'est une question qu'il n'y a pas de réponse absolue. C'est vraiment en fonction des sensibilités Sachant que... alors, dans l'alimentaire, c'est spécial parce que la majorité des agriculteurs en France, il me semble, gagnent 300 € en moyenne. Ouais. Donc, vivent correctement... c'est pas forcément gagner non plus des milliers d'euros. Déjà, s'ils arrivent à se payer juste un SMIC en plus des charges, c'est déjà pas mal. On a un peu la même chose chez les créateurs de mode, finalement. Ouais. Enfin, des petites marques. On a l'image d'un milieu où c'est le luxe et l'opulence. Mais dans la très grande majorité des cas, la plupart des petits créateurs dont on parle sur Bonne Gueule, la plupart se payent pas ou très peu. C'est vraiment donc c'est un peu les mêmes problématiques. Alors pour répondre à ce que tu as dit sur les prix, effectivement sur les soldes, etc. Très clairement, entre les préventes, les ventes privées, les machins, les braderies, les trucs, il y a une énorme confusion au niveau des prix. Le consommateur ne sait plus très bien ce qu'il achète, ce qui est logique. Moi par exemple, si justement on pourrait prendre l'histoire du poulet bio, je vois qu'il est soldé toute l'année, la plupart du temps qu'il est soldé à moins 40%, je me dis bon, ça vaut être un poulet bio, mais si quand même il est aussi souvent soldé à ce prix-là, c'est que le reste du temps, je le paye 40% trop cher. Ce qui est un raisonnement qui est totalement humain, mais qui est dans la mode en tout cas complètement faux. Donc il y a une vraie confusion, et le plus grave, c'est une vraie défiance du prix hors solde. Et donc il y a beaucoup de consommateurs qui ont une vision très décorrélée de ce qu'un vêtement devrait coûter. Et si j'ai bien compris, donc il y a des marques en fait qui, pour se donner une fausse image haut de gamme, affichent des prix, on va dire, assez chers, mais en fait, les mettent tout le temps à moins 50% ou moins 80%. Ouais, trouvent toujours des petites filoteries pour être soldés. C'est ça qu'on appelle les marques du sentier. Les marques du sentier, effectivement, c'est ces marques... Sachant qu'on enregistre dans le sentier. Ouais. C'est des marques où soit, alors déjà, c'est des belles réussites entrepreneuriales, ça, on peut pas leur enlever ça. Mais c'est des marques, c'est pas forcément porté sur la qualité, mais plus sur l'ingénierie marketing derrière, l'ingénierie commerciale. C'est des petites marques très agiles, très mobiles. Bon, là, il y en a un peu moins, mais je pense qu'il y a 10 ou 20 ans, c'était le cas. Voilà, des petites marques, on ne sait pas trop d'où est-ce qu'elles sortent, où c'est un peu opaque, mais qui sont commercialement très rodées, très agiles, et très, et dont leur gestion est très un peu à l'arrache, mais ça passe, tu vois. Et alors, juste pour clore ce chapitre sur le prix, donc chez Bonne Gueule, pour prendre un exemple, donc le choix que vous avez fait pour fixer les prix, en gros, c'est pour vous calculez aussi, entre une marge correcte pour faire tourner la boîte et qu'elle continue juste à... nous, la marge cible, c'est 3,2. D'accord. C'est fois 3,2. C'est un peu comme de mémoire, dans la restauration, c'est à peu près ça. C'est-à-dire le coût de revient du plat que vous faites. Après, ça dépend beaucoup des restaurants selon
leur gamme, quoi, de luxe ou pas, mais de la restauration classique, c'est à peu près x3, quoi. Ouais, nous, c'est x3,2. Même si, même si c'est qu'en ce moment, on est beaucoup en dessous. On est parfois sur. Mon directeur financier n'était pas super content parce que sur la fin d'année, il voit beaucoup de vêtements qu'on va sortir qui sont en dessous de x3. Donc, c'est quasiment, dont la plupart, c'est quasiment le prix qu'on le vendrait à une boutique, à une boutique multimarque. Tu vois, c'est dans le circuit classique. Mais ouais, nous, la marge qu'on se cible, c'est 3,2. Pourquoi 3,2 ? Parce qu'en dessous, après, avec toute l'expérience qu'on a, parce la marque existe depuis 2014 quand même, on pense que c'est trop compliqué, trop galère de développer la marque, d'investir dans des nouvelles matières, de se lancer dans des développements exclusifs pour nous, avec une marge en dessous de 3,2. Alors maintenant, et puis attention, il faut aussi faut aussi avoir un peu un regard global, parce que tu vois, nous, on est très réputé pour notre service client qui est excellent, par la qualité de nos contenus, etc. Et tout ça, ça a un coût. Ce qui est vrai que c'est vrai que par rapport à une marque, on va dire vraiment, lambda, il y a tout cet aspect éditorial qu'il faut financer aussi en plus. Exactement, quoi. Sachant que nous, pour le coup, tous nos contenus sont gratuits. Tu vois, que tu achètes chez nous ou pas, tous nos contenus sont gratuits. Mais heureusement, on a une clientèle qui comprend totalement ce discours-là. Et on reste quand même bien moins cher qu'une marque classique Donc nos prix, finalement, c'est un peu des prix soldés toute l'année. C'est pour ça que vous faites pas de solde. Et c'est pour ça qu'on fait pas de solde, parce que là, c'est le même prix tout le temps, quoi. Ouais, pour le coup, là, on gagnerait plus rien du tout. Donc je voudrais enchaîner avec ça, c'est un peu la suite logique de cette histoire de prix. C'est les aspects qui m'intéressent moi beaucoup et qui vont intéresser mon audience. C'est les aspects environnementaux et sociaux. C'est-à-dire que, donc en gros, notamment si on paye très peu cher en prix final dans la distribution un vêtement, ce qu'on ne paye pas en direct, c'est que ça se paye derrière en coût social, en coût environnemental, etc. On peut pas être contre le travail des enfants au Bangladesh et se précipiter chez Primark, acheter des shirts à 2 euros en disant que c'est tout à fait normal. D'ailleurs, bon, ça c'est un autre débat. Je pense que tout ça ne changera que s'il y a aussi des contraintes législatives, selon moi. Ouais. Mais donc, si on commence par l'aspect plus environnemental, oui. Là, ça va être plus les matières premières, notamment. Je voulais prendre 3 exemples qui sont utilisés dans les vêtements Bonne Gueule, donc tu vas connaître un peu plus. Donc, le coton, ça c'est un peu la base. Oui. Le lin et la laine. Donc, par exemple, quand tu veux fabriquer, tu te dis, je vais fabriquer, je sais pas, une chemise en lin. Alors, on va dire peut-être la première fois que tu as voulu le faire. Comment tu trouves la matière première? Tu vas aller directement chez un fournisseur de matières premières. Alors, c'est du tissu déjà tout fait. Comment ça se passe? Nous, c'est du tissu déjà tout fait. C'est-à-dire que je n'achète pas mon lin et je n'en fais pas un tissu. Oui, bien sûr. Nous, c'est du tissu déjà tout fait. Tu as des salons professionnels, dont le plus connu, c'est Première Vision, où il est d'ailleurs assez facile d'avoir un pass. Par contre, c'est plus compliqué d'avoir des rendez-vous avec les fournisseurs. Donc, tu as des fournisseurs de tissus qui existent. Alors, nous, notre particularité, c'est que sur chaque vêtement qu'on sort, on dévoile notre fournisseur de tissu. On dit, le tissu vient de chez tel fournisseur. La plupart du temps, les marques ne le feront pas. Et c'est auprès d'eux qu'on achète le tissu déjà tout prêt et tout fini. Mais derrière, ils peuvent te donner tout le détail de l'origine de la matière première. Alors, ça, c'était ce que je pensais, en bon geek de base. Dans les faits, oui, mais c'est dur. D'accord. Ils sont très... je sais pas... Notamment si on parle le coton, c'est une culture, c'est c'est de l'agriculture, quoi. Mais alors, tu vois, ils sont capables juste à la limite parfois de te dire ça vient de tel pays. Parce peut-être qu'ils mélangent aussi plein d'origines. Exactement, tu peux avoir des blends. Donc effectivement, c'est un milieu qui manque singulièrement de transparence et dont les fournisseurs commencent un peu à muter tout doucement, à comprendre que nous dire d'où vient le pays de fabrication, d'où vient le pays d'origine de la matière première, c'est une information qui suffit plus vraiment aujourd'hui.
Mais oui, c'est très très dur de remonter vraiment la chaîne. C'est un vrai problème. Ah, ça c'est. Je suis étonné. Je pensais quand même que. Enfin, ça me paraissait. Parfois, tu as des labels, tu as des garanties, mais ça reste. Pour quelqu'un comme toi qui est très méticuleux, pointilleux, qui aime bien creuser au fond des choses, tu serais très vite frustré. Parce que en gros, je vais me dire, est-ce que c'est un champ de coton qui utilise dans un pays à la réglementation moins contraignante, qui utilise des produits phytosanitaires à foison, avec des gens parce que en fait, tu vas avoir aussi un aspect social dès le champ de la culture. Ça peut être des gens sous-payés et finalement, tu n'as aucune idée. C'est difficilement une idée de ça Alors, non, mais, au niveau de la matière première. Mais quand même, pour avoir de la qualité, tu vois, tu es quand même obligé de bien faire les choses. C'est comme en nourriture. Tu peux pas avoir un super poulet avec un très bon goût si tu fais de l'élevage aux hormones en batterie. C'est un peu pareil pour le vêtement. Tu vois, pour avoir une laine très douce, pour avoir des fibres de coton très particulières, tu peux pas tricher non plus. J'imagine qu'en Europe, l'Italie, ça doit être un gros fournisseur de matières premières. Nous, la plupart de nos matières viennent du Japon et d'Italie, souvent. Et donc, par exemple, la laine, le coton-lin, c'est plus de l'agriculture. Ouais. La laine, donc, qui va venir des moutons. Là, c'est pareil aussi. Tu connais juste le pays d'origine ou... La laine, ça commence à changer un peu. Tu as des certifications. Mais la laine, pour avoir une laine... un mouton stressé fera de la mauvaise laine. D'accord. Donc nous, on utilise quand même des laines qui sont très haut de gamme. Parce que c'est vrai que la tonte de laine, ça peut être assez violent. Voilà, t'as ça. Mais la laine, c'est pareil, c'est très compliqué parce que t'as les problématiques de museling. Tu sais, le museling, c'est une pratique qui consiste... En fait, sur des moutons à laine, vu qu'ils ont beaucoup de laine, quand ils défèquent, du coup, tu as des selles qui restent collées sur la laine à l'arrière. Ouais. Et là, du coup, c'est un nid à des vers, à des mouches, etc. Donc, la méthode qu'on a trouvée pour faire ça, c'est le museling, où en gros, globalement, on leur découpe la peau autour de l'anus, du coup, pour que ça soit remplacé par un tissu cicatriciel sur lequel les poils ne repoussent pas. D'accord. Du coup, quand ils vont déféquer, les selles ne vont pas s'accrocher et il n'y aura pas de vers. Donc ça, c'est une méthode décriée ? Ça, c'est une méthode décriée qui s'appelle le museling. Tu as des méthodes free museling qui commencent à se développer, mais pareil, tu vois, tu as des tanas qui font pas de museling. Mais par contre, pour tuer les vers qui vont rentrer dans le mouton, ils vont leur donner plein d'antibiotiques. Donc c'est jamais tout noir ou tout blanc, vraiment. Moi, au stade de compréhension où je suis sur tous ces enjeux éthiques et responsables, c'est que c'est jamais tout noir ou tout blanc, notamment sur l'histoire de coton bio qui nécessite beaucoup plus d'eau que du coton normal. Donc c'est pas tout noir, pas tout blanc. Toujours, tu vois, tu as des gens qui vont dire la fourrure, la fourrure, c'est le diable, c'est la souffrance animale, et tu as d'autres qui vont dire bah ouais, mais la fausse fourrure, c'est de la pétrochimie, c'est des produits qui durent moins longtemps, jetables. Enfin, tu vois, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Et par exemple, on parlait des pays fournisseurs de tissus. Ouais. Pourquoi avoir besoin, par exemple, d'aller jusqu'au Japon, parce que vous avez pas mal de vêtements avec des tissus japonais. Tout à fait. Pourquoi avoir besoin d'aller jusqu'à là-bas ? Enfin, si je réfléchis en mode locavore. Parce que ils font vraiment des tissus avec beaucoup de personnalité, avec beaucoup d'aspérité, d'irrégularité, et ça, en Europe, et c'est pas faute de chercher, il y en a très peu qui arrivent à le faire, quoi, vraiment. Les Japonais, ils sont sur des machines qui tissent plus lentement, etc. Donc, ils arrivent vraiment à faire des tissus avec des couleurs, des choses qu'il n'y a pas du tout en Europe. C'est un peu... pareil, c'est un peu comme dans la bouffe, tu vois. T'as un type d'aliment ou une manière de les préparer qui font qu'il n'y a que eux qui arrivent à le faire aussi bien. Et si tu veux cette qualité-là, tu es obligé d'aller là-bas chercher là. Et par exemple, tu vois, moi, j'aime beaucoup effectivement les matières de t-shirt un peu régulières, un peu avec vraiment de la texture, etc. En Europe, on cherche, mais c'est jamais aussi beau que ce que font les Japonais. En gros, un de vos critères pour aller choisir du tissu pour faire vos vêtements, c'est d'aller là où il y a le savoir-faire. Exactement. Et où c'est les tissus qu'on a envie de porter. Parce que moi, je peux te sortir des tissus de chemise certifiés dans tous les sens, mais si je mets la chemise là, tu n'auras pas envie de la porter. Tout simplement. Et est-ce que tu as déjà regardé un peu, ou quand tu discutes par exemple sur des salons, des matières, je ne sais pas si ça émerge de plus en plus, les matières premières dites écologiques. Alors, oui. Je dis n'importe quoi. Je m'y connais pas à fond, mais genre
Moi, je sais que j'ai des chaussures qui sont en grande partie avec des bouteilles en plastique recyclées, quoi. Ouais, ça, alors justement, autant c'est vieux, mais autant globalement, je voudrais quand même donner un message positif Oui. où les choses sont en train de changer dans le bon sens. Ça, c'est clair et net. Ça change doucement, mais ça change. Sur les salons professionnels, l'offre en tout ce qui est sustainability, matière écologique, machin, elle ne fait que grandir année après année, vraiment. Et quand on voit les fournisseurs, à chaque fois ils sont là, ils font « Ah, bah attendez, on va vous présenter une nouvelle gamme, écolo, machin, responsable. On a beaucoup de clients qui nous l'ont demandé, regardez ce qu'on développe, etc. » Donc ouais, les choses changent vraiment vont vraiment dans le bon sens, ça c'est clair et net. Et d'ailleurs, on parlait beaucoup... on parlait de la seconde main, de l'achat de vêtements d'occasion au début. Est-ce que ces quantités énormes de vêtements, comme on disait H&M par exemple, des quantités énormes d'invendus, c'est pas du tissu, c'est jamais recyclé en tissu, enfin remis en tissu pour être réutilisé? Si, bah, il va bien falloir qu'ils en fassent quelque chose, Ouais. de ces vêtements. Donc oui, mais alors tu vois, le tissu recyclé, par exemple, le problème c'est que pour le coton, souvent c'est des fibres courtes, et les fibres courtes, ça va donner des tissus plus fragiles. Parce que forcément, vu qu'elles sont courtes, le fil est moins résistant, donc ça va donner des tissus plus fragiles, donc ils vont s'user plus vite. Ce qui est quand même un comble. Ou sinon, tu es obligé de mettre un petit peu de polyester pour les renforcer. Et donc là, tu as un polyester, pétrochimie, tout ça. Donc tu as toujours des trade-offs à faire dans tous les sens, des concessions, ça serait ça le mot en français, des concessions et rien n'est simple. Et je voulais finir sur cet aspect environnemental avec un zoom sur un vêtement particulier qui est le jean, parce qu'on dit souvent que c'est peut-être le vêtement dont la fabrication est la plus polluante. Ouais, c'est un des vêtements les plus portés au monde aussi. Hein. Oui, mais par pièce, ça utilise énormément d'eau notamment. Oui. Donc je sais pas, c'est quelque chose, parce que comme vous avez pas mal de jeans dans votre gamme, c'est quelque chose que vous avez regardé un peu. Je sais que vous avez visité, je sais pas si ça fabrique vos pièces, une usine, là, Candiani. Candiani, oui, tout à fait, en Italie, qui a beaucoup travaillé pour avoir une usine la plus propre au monde. Pourquoi d'ailleurs ça utilise tant d'eau que ça parce qu'en fait, c'est du coton, un jean, c'est ça? Ce qui utilise beaucoup d'eau, c'est la fabrication de la toile. Ouais. Parce que l'assemblage en lui-même, on s'en fout. C'est la fabrication de la toile. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour la teinture de l'indigo, pour avoir un beau bleu, t'es tout le temps obligé de rincer ta toile, de la teindre, de rincer, de machin, de la laver. Et tu sais avec quoi, d'où ça vient l'indigo? Aujourd'hui, c'est l'indigo qui, la plupart du temps, qui est synthétique de laboratoire, parce que l'indigo naturel ne se fait quasiment plus, quoi. Ou que dans des marques très très nichées, très très pointues. Mais ouais, donc il faut le laver, il faut fixer fixer la couleur, tu vois, t'as toujours besoin d'avoir plein d'eau, et c'est ce qui fait que effectivement ça pollue énormément. Et dans le cadre de Candiani, ils font plein de trucs pour teindre la toile. Ils explorent beaucoup de types de teintures différents. Et pareil aussi de notre usine au Portugal qui assemble les jeans, qui les délave. Elle fait une teinture, elle fait un délavement à l'ozone. Donc avec un gaz. Avec un gaz, ouais. D'accord. Avec un gaz qui, je crois que ça utilise 40 ou 50% d'eau en moins. Donc là aussi, on va dans le bon sens, globalement. Donc enchaînons maintenant avec le deuxième aspect que je voulais évoquer, qui était l'aspect plus social, et puis on va dire les lieux de fabrication. On l'a évoqué un peu plusieurs fois, et là tu reparlais du Portugal. Est-ce que c'est vraiment intelligent de simplifier le débat comme on l'a vu? Alors peut-être, je sais pas si c'est passé de mode ou pas. Il y a un moment, on a beaucoup plus parlé en France. Donc entre si on parle de la France, mais c'est valable pour les autres pays, le made in France et le made in ailleurs. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir dans le textile? Parce qu'on va dire que c'est plus simple. Enfin, selon moi, c'est plus simple sur l'alimentaire. Enfin, on va dire que tout peut se discuter. C'est-à-dire qu'on peut toujours trouver un producteur d'un produit spécifique qui va, par son mode de production, consommer beaucoup moins d'énergie dans sa région. Typiquement, je ne sais pas, si on veut faire pousser des légumes du soleil, ça va consommer moins d'énergie de les faire là où il y a du soleil que dans un endroit où il fait froid et il faut faire chauffer des serres, quoi. Alors, premièrement, j'ai fait une vidéo entière sur le Made in France, mon avis. Déjà, il y a ce que j'appelle la schizophrénie du consommateur,
où les mecs, ils veulent... le prix et le made in France, quoi. Ils veulent acheter des vêtements où le mec, il est payé 3 fois le SMIC, dans des bonnes conditions, etc. Mais ça, ils veulent acheter à moins 40% en solde avec les retours gratuits. Donc voilà, il y a déjà ce premier point. Et sur le Made in France, moi, ma position, c'est que j'ai rencontré pas mal de créateurs qui font du Made in France, et j'en connais aucun qui n'a pas eu de problème avec les fabricants français, où on a une sale réputation, globalement. Alors, il ne faut pas généraliser, mais tu vois, souvent, j'ai entendu des histoires horribles de mecs qui faisaient fabriquer des chemises en France. Et le mec, il a dit, bon, j'ai pas eu le temps de les repasser, donc il avait livré des chemises de froissées, quoi. Tu vois, pas emballées. Ou des fournisseurs qui n'étaient pas très réactifs au téléphone, qui livraient en retard. Est-ce que c'est parce qu'on aurait perdu le tissu industriel qui était plus qualitatif ? Ouais, je pense qu'on n'est pas commerçant, tout simplement. Oui. Enfin, bon, ça c'est vrai dans tous les secteurs, malheureusement. Tu vois, on n'est pas commerçant, tu passes toujours derrière après les marques de luxe. Enfin, je pense sur le déclin du textile français, je pense que les fabricants et les fournisseurs ont leur responsabilité à prendre aussi. Quand tu regardes pour où faire fabriquer, ou en tout cas au début, quand tu as regardé où faire fabriquer différentes pièces, comment tu choisissais entre le pays, l'usine Ça, c'est plutôt quand ton chef de produit, c'est son réseau d'usine, quand tu l'embauches. Il est content parce que, en fait, la difficulté dans le textile, c'est tout con, mais c'est d'avoir un atelier qui fait les choses qui lui sont demandées dans les temps et correctement. C'est vraiment ça. Parce que sinon, tu as tout le temps des merdes de production chez toutes les marques, quoi. Donc, c'est rien que de trouver un atelier qui est livré à l'heure, conforme à ce que tu as demandé, c'est déjà super. Et alors, par exemple, l'atelier au Portugal qui fait les chemises, ouais. Est-ce que tu l'as déjà, ou quelqu'un d'autre de l'équipe a déjà été visité ? Ouais. Louis, on le voit quand même 1 à 2 fois par an. Non, c'est un atelier qu'on connaît bien. C'est un partenaire de très très longue date avec nous. Mais effectivement, c'est vraiment en fonction de la... Déjà, on essaie de visiter tous nos ateliers, ça c'est hyper important. En fonction et c'est une histoire d'homme, quoi, tu vois, c'est en fonction de la relation que tu as avec. Tu visites l'atelier, tu vois s'il est climatisé, s'il est bien éclairé, comment les gens ils sont dedans, tu vois, comment les ouvriers, les ouvrières elles sont. Enfin, déjà rien qu'en y mettant les pieds, ça donne énormément d'indices, quoi. Parce que si on parle du monde du textile plus globalement, et je vais refaire le lien avec la vidéo dont je parlais au début, qui était celle que j'ai faite Planète Malbouffe, où je pense qu'on peut presque faire du copier-coller avec la fast fashion sur l'histoire des crevettes. Où en fait, parmi les plus gros producteurs de crevettes au monde, de la crevette d'élevage, c'est au Bangladesh, où en gros, on chasse les paysans pour inonder leurs terres, faire des fermes de crevettes. On détruit la mangrove aussi, qui est pourtant l'une des forêts primaires les plus importantes du monde. Et derrière, ensuite, ces crevettes sont envoyées dans des usines dans la grosse ville de la région, où c'est quasiment de l'esclavage, les ouvrières qui décortiquent et qui emballent les crevettes. Et ensuite, c'est donc envoyé encore à un autre grossiste avant d'être acheté par les grands groupes mondiaux, quoi. Je ne sais pas si les marques énormes, un peu style H&M et compagnie, elles fonctionnent avec 2-3 niveaux de fournisseurs, pareil ou... Non, souvent, elles travaillent de manière très, très proche avec leurs usines. Mais j'avais vu une vidéo où c'était un mec qui disait à un autre, regarde, H&M a sorti une collection H&M Conscious, donc écolo, bio, je ne sais pas quoi. Ouais. Et t'as l'autre qui dit, bah ouais, mais s'ils étaient vraiment écolos, ils sortiraient pas une énième collection. Oui. Parce que, est-ce que, donc ça a été un grand sujet dans la mode, c'était l'histoire de l'effondrement du Rana Plaza. Ouais. Donc je rappelle juste pour les auditeurs, c'était en 2013, il y a une usine au Bangladesh qui s'est effondrée, qui a fait plus d'1 millier de morts. Et c'est une usine qui travaillait pour justement des grandes marques comme Mango ou Primark. Ouais, je me demande même si c'est pas encore plus de morts. Alors j'avais regardé sur Wikipédia il y a pas longtemps, c'était je sais plus 1100 ou 1200. Ce qui était vraiment énorme.
Donc, je sais pas, est-ce que ça a été, tu Alors, penses, un vrai changement ou ça a juste été un effet. Déjà, dès qu'on fabrique en Europe, quand même, il y a assez peu de. On est quand même loin de ces conditions dès qu'on fabrique en Europe. Mais cela dit, tu vois, moi j'ai visité des ateliers français, c'est germinal, sur certains, parce que justement, c'est des ateliers qui vivotent, parce que bon, les mecs sont pas commerçants, sont pas au niveau de la qualité, c'est pas terrible. Donc du coup, ils peuvent pas investir dans leur atelier, contrairement à des ateliers chinois ultra modernes, flambant neufs. Donc encore une fois, tout est toujours très contrasté. Il faut faire attention aux généralisations. Parce que sur l'aspect low cost, on parle souvent, enfin dans tous les domaines et notamment dans le textile, du made in China, enfin qui existe quand même pour le low cost aussi, mais enfin je sais que c'est souvent pour les marques low cost, c'est presque devenu trop cher la Chine et ils se fournissent maintenant au Vietnam ou dans des pays encore au Bangladesh qui sont moins chers. Ouais, et la Chine, encore une fois, ils ont un savoir-faire unique. Moi, tu sais, qui aime beaucoup les pièces techniques. J'en parle pas forcément sur Bungle, mais voilà, le sportwear, etc. Quand je demande par curiosité, mais ça, vous savez le faire et tout, ils me disent, bah non, on n'a pas les machines, on sait pas faire. Même au Japon Au Japon, si, mais ça coûte les yeux de la tête. Et encore, il y a des choses, notamment sur de la sneakers, très technique, très particulière. Si je pense, parce que moi, ce que j'utilise comme dans mon sport, par exemple, tous les vêtements de compression, je sais pas si tu vois, genre les leggings de compression, tout ça. Si tu voulais produire ça, tu penses que ça va être en force. Malheureusement, il n'y aura pas le savoir-faire ailleurs qu'en Chine. Où ça va coûter vraiment une blinde. Ça va coûter vraiment super cher. Mais ouais, donc ils ont. Et surtout, les Chinois, ce qu'il va dire, les Chinois, ils vont le faire excellemment bien, ils vont le maîtriser, ta prod elle va arriver nickel, dans les temps, parce qu'ils sont réputés pour livrer à temps, et surtout tu n'auras pas de souci de qualité, quoi. Donc pourquoi je m'embêterais à avoir une qualité plus ou moins proche, un peu plus aléatoire pour 3-4 fois plus cher. Donc. Et pour revenir sur le sujet du Made in France, finalement, à partir de quand on a le droit, dans le textile en tout cas, de dire que c'est Made in France? En fait, c'est quoi? C'est juste l'assemblage final, parce qu'en fait, je te prends l'exemple de l'alimentaire. Oui. Ce qui arrive souvent, c'est sur la boîte de conserve, genre du plat préparé, tu vas avoir fabriqué ou préparé en France, mais avec des ingrédients qui viennent du monde entier, en fait. Oui, c'est juste que ça a été un assemblage. Et le pire, je te fais juste un dernier exemple. Là, c'est le pire étant, pour revenir à ma vidéo Planète Malbouffe, donc la tomate d'industrie, tomate d'industrie, pour rappel, c'est la variété de tomates qui sont spécifiquement faites pour faire de la purée et du concentré de tomate. Et les Chinois sont devenus aussi les numéros 1 au niveau de l'exportation dans le monde de la tomate d'industrie. Ils font sur place du concentré qui est énormément exporté vers l'Italie. Et l'Italie qui va, par exemple, il y a des usines qui vont remélanger avec un tout petit peu d'eau, de sel, ce concentré chinois, le réemballer, le remettre en conserve et marquer transformé en Italie et les exporter avec un beau drapeau italien vers l'Afrique. C'est exactement pareil dans le textile. Vraiment, le Made in France, je crois que tu as dû lire la définition, c'est considéré comme Made in France si la dernière opération de transformation substantielle a lieu en France. Donc une chemise confectionnée en France mais avec du tissu chinois, on dirait que c'est une chemise qui est Made in France. Donc c'est assez large. Ensuite, je sais pas dans quel cas, tu vois, entre un vêtement qui arrive sans boutons, si on met les boutons, si on met en coup l'étiquette, je sais pas si dans quelle mesure on peut considérer que c'est du Made in France, mais pour répondre à ta question, il n'y a pas de critères officiels, objectifs, définis, vraiment spécifiques, quoi. C'est vraiment la dernière transformation substantielle sur le produit. Si elle est faite en France, on peut dire que c'est du Made in France. Donc c'est tout pareil que pour l'alimentaire. Super. On arrive à la fin de cette interview. Oui. Est-ce que sur toutes les thématiques qu'on a abordées, il y a un sujet que tu aurais voulu aborder, rajouter Non, je crois que c'est très complet. Je pense que ton audience sera bien sensibilisée au fait que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est opaque, il n'y a pas de secret, on ne peut pas tricher sur qu'une belle matière assemblée dans un endroit où les gens sont payés dignement et décemment, ça ne peut pas coûter 10 balles, quoi. Oui. Donc,
Soit on est les... Effectivement, on se bat contre des mauvaises conditions de travail, mais dans ce cas-là, on arrête de fustiger et de se moquer de ceux qui mettent plus de 100 € dans une chemise. Ou soit on dit... Après, je voudrais quand même dire aussi, malheureusement, socialement, il y a toute une partie de la population qui est vraiment à 1 euro près, qui n'a pas les moyens. Il n'y a aucun problème, mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien de fustiger les gens qui ont les moyens d'acheter du haut de gamme. En disant, mais c'est n'importe quoi de mettre autant dans une chemise. Mais par contre, alors à ce moment-là, il faudrait se battre contre les marques de haut de gamme, entre guillemets, qui font de la marge côté fabrication, en faisant fabriquer de manière incorrecte. Quoi. Exactement. Mais tu vois, moi, je connais des gens qui achètent des chaussures à 1 000 €, et heureusement, il y a des gens comme ça qui existent. Parce que c'est des chaussures, ce sont eux qui, très concrètement, permettent à l'artisanat français, qui est quand même qui est là, qui permettent de se manier et de se développer. Donc, c'est triste à dire, ou pas d'ailleurs, mais il faut des gens qui achètent des chemises à 700 balles fabriquées de manière artisanale. Il faut des gens qui sont prêts à mettre 6 000 € dans des costumes qui va être intégralement fabriqué par un tailleur à Paris. Par contre, là, pour le coup, tout ce qui est dans notre haut de gamme, tout ce qui est la dénomination bottier ou tailleur, par contre, ça, c'est hyper encadré par la loi. D'accord. Tu ne peux pas dire que tu es tailleur comme ça. D'accord. Là, vraiment, je crois que ça, pour le coup, si tu es tailleur, ça veut dire que tu es capable de fabriquer le costume de bout en bout. Et pour finir, quel conseil, alors pour les hommes et les femmes, tu donnerais donc, pour les gens, la prochaine fois qui voudront acheter un vêtement, quel conseil d'achat, on va dire en boutique, plutôt, ouais. Ça sera plus simple. Que regarder, quelles questions poser éventuellement. Alors malheureusement, en plus, je pense que... Et je regardais une vidéo justement sur Bonne Gueule, sur les différences... C'était Geoffrey qui en parlait, les différences entre pays, ouais. Où au Japon, n'importe quel vendeur est capable de répondre à toutes les questions sur le vêtement, ouais. Alors que en France, ça ne va pas être trop ça. Quoi. Non, les vendeurs ne sont pas formés, ou très mal. Oui. La première chose, c'est qu'il faut vraiment éduquer, s'éduquer. Et là, encore une fois, c'est pareil que la bouffe. C'est de la même manière que tu apprends à tes lecteurs à comment reconnaître une belle tomate, je sais pas, ou comment une belle couleur de viande ou d'œufs, à quoi ça ressemblait, des œufs en batterie versus des œufs en plein air. C'est quoi une belle couleur? Il faut faire pareil sur le vêtement, concrètement. À quoi ressemble une belle chemise de qualité? C'est quoi le truc? Donc vraiment... hyper bien. Alors, toujours évidemment, on lit l'étiquette, même si c'est un peu opaque, il n'y a pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Il y a déjà le pays de fabrication finale. Quoi. Et surtout, encore une fois, il n'y a pas de secret. On peut pas vouloir des vêtements fabriqués en Europe au prix de Zara ou de H&M. C'est pas possible. Une chemise faite au Portugal dans un tissu sympa, ça peut pas coûter 20 balles. C'est pas vrai. Ça coûte une centaine d'euros. Mais c'est... Et alors, je voudrais rebondir avec ce que je disais juste avant. Est-ce que tu aurais une idée ou un conseil pour ceux qui ont justement un budget très serré? Oui, très clairement. C'est la seconde main. Ouais. Franchement, ouais. Là, je regardais encore tout à l'heure sur Vinted. Honnêtement, tu as des chemises à 20 balles qui sont canons, quoi, fabriquées de deux marques qui fabriquent dans des pays européens. Vinted, l'offre, elle n'a jamais été autant développée. Et aussi, tu as toutes ces marques sans intermédiaire dont on vient de parler, dont on fait partie. Donc, ouais, ça, plus la seconde main, tu peux tout à fait te vêtir de manière hyper décemment, sans problème. Vraiment. Parce que si on parle, je finis juste avec ça, si on parle de prix, finalement, c'est d'amortissement du prix entre, je sais pas, une chemise premier prix. Combien de temps tu penses, si on la porte très régulièrement, combien de temps elle va durer par rapport à une chemise, on va dire, type Bonne Gueule? Alors, et finalement, est-ce que tu vas acheter 5 chemises premier prix pour durer autant de temps? Ça marche pas tout à fait comme ça, malheureusement. Ouais. Un peu, mais pas tout à fait. C'est un peu comme si je te demandais, mais attends, si j'achète une tomate bio versus une tomate normale et que je la mange, laquelle je vais mettre le plus de temps à digérer, tu vois. Et tu vas me dire, non, la vraie différence, c'est le plaisir à la manger, c'est le goût. Et pour les vêtements, c'est pareil. Une chemise, je sais pas, moi... on va prendre une paire de chaussures. Remarque que les paires de chaussures, ça peut s'appliquer. Une paire de chaussures à 100 balles, tout va être collé, ça va sentir la colle.
les cuirs va être dégueulasse, versus une paire de chaussures à 300 balles. Si tu la portes tous les jours, elle va s'user aussi vite. Par contre, elle se réparera peut-être plus facilement. Le cuir va plus joliment vieillir. Pareil pour un jean, tu vois. Moi, sur les forums, je vois des mecs qui ont des jeans à $300 en matière japonaise, mais pour des questions de démarche, de morphologie, ça peut craquer au niveau de entre les cuisses. Bah ça, moi, j'ai le jean Bungle, enfin je l'ai acheté 2 fois, le gris, Ouais. parce que c'est mon jean préféré, mais à l'entrejambe, parce que j'ai des grosses cuisses, trop musclées, Ouais. donc ça craque à chaque Je crois fois. que t'as un bon squat avant. Hein. Ouais. Mais par contre, il faut réparer. Oui. Il faut réparer. C'est un craquement de jean à l'entrejambe, ça se répare très facilement. Bien sûr. Enfin, je le fais réparer régulièrement. Ouais, surtout les très beaux jeans délavés que je vois, les concours de délavage de jeans qu'il y a sur Internet, parce que oui, ça existe. Il y a des concours de délavage de jeans. Bien sûr, ouais, c'est à celui. En fait, t'achètes un jean brut et c'est à celui qui va le plus joliment le délaver en portant naturellement. D'accord. La plupart du temps, les jeans, ils sont tous rapiécés, mais ça fait partie du truc. Oui, ok. On s'approprie l'objet. Donc, ouais, est-ce que notre jean, oui, la toile est plus épaisse, il va durer un peu plus longtemps qu'un jean normal, mais est-ce qu'en le payant 3 fois plus cher, il va durer 3 fois plus longtemps? Ça, je peux pas te répondre. Super. Bah écoute, je te remercie vraiment, Benoît. C'était un entretien vraiment passionnant. J'espère que ça vous aura plu aussi. Et je vous dis à très bientôt sur natureacademy.com. Merci beaucoup, Benjamin.